Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième épisode de notre série consacrée aux élections municipales 2026. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au financement d'une campagne électorale. Selon vous, est-ce qu'un candidat peut financer lui-même sa campagne aux élections municipales? Non, normalement, c'est le parti qui doit le financer. Je pense pas. En aucun cas. Est-ce que les dons en espèces sont autorisés? Non, ça me semble bizarre. Bah, y a pas de trace, quoi. Pourquoi pas, mais il faut limiter le montant. Tout ce qui est espèce, il y a trop de danger dedans. À votre avis, ça coûte combien une campagne municipale dans une ville comme Paris? Des milliers d'euros, hein, quand même. Ouais. Ah ouais. Ça doit coûter assez cher, j'imagine. Entre 50 et 100 000. Est-ce que vous pensez que les entreprises, elles peuvent financer un candidat? Non. Pourquoi pas, s'il y a de la transparence et que c'est déductible. Je pense que ça se fait, mais je suis pas sûre que ce soit très légal. Est-ce que vous pensez que les financements étrangers sont autorisés dans une campagne municipale? Je ne pense pas. Ça dépend. Si vous aimez la personne, on peut investir un peu. Je trouvais ça bizarre un peu, Ok. perso. Enfin, non, je pense pas que c'est autorisé. Bon, visiblement, c'est un peu flou. Pourtant, le financement est très encadré et les sanctions peuvent être parfois très lourdes. Alors, direction le studio avec Stéphanie et Florent pour en savoir plus. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série sur les élections municipales de 2026. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet souvent méconnu mais essentiel, le financement d'une campagne municipale. Alors que dit la loi? Qui peut financer une campagne et qui contrôle les dépenses? Et surtout, quel risque prend un candidat s'il ne respecte pas les règles? On vous explique tout ça. Déjà, les règles de financement d'une campagne électorale ne sont pas les mêmes partout. La France compte un peu moins de 35 000 communes et tout dépend de leur taille. Effectivement, pour les petites communes, c'est-à-dire celles qui ont moins de 9 000 habitants et qui représentent tout de même 97% des communes de France, les obligations sont allégées. Pas besoin de compte de campagne, pas de remboursement public, et comme pour les communes de plus de 9 000 habitants, aucun don provenant d'entreprises ou d'associations. Les campagnes dans ces communes restent très locales. Les candidats misent surtout sur le bouche à oreille et les rencontres directes. Les dépenses restent modestes, donc pas besoin de formalités compliquées. En revanche, dès que la commune dépasse les 9 000 habitants, les règles sont plus strictes. Les candidats doivent respecter un plafond de dépenses fixé selon la taille de la population, nommer un mandataire financier pour gérer le budget et déposer un compte auprès de la CNCCFP. Alors là, je me trouve juste devant les bureaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Et cette commission, elle est chargée de contrôler toutes les dépenses des campagnes électorales pour s'assurer qu'elles restent dans les clous. Mais elle contrôle aussi le financement des partis politiques. Toutes ces règles sont inscrites dans la loi du 19 janvier 1995 sur le financement de la vie politique. Elles visent à garantir la transparence et l'équité dans les campagnes électorales. Maintenant qu'on sait quelles sont les règles selon la taille de la commune, intéressons-nous à qui peut financer une campagne et comment l'argent est géré. Déjà, qui finance vraiment une campagne électorale? Eh bien, il y a plusieurs sources possibles, Florent. D'abord, le candidat lui-même, avec l'argent qu'il met de sa poche. Ensuite, les électeurs peuvent faire des dons, mais attention, les règles sont très strictes. Depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le code électoral précise que seules les personnes physiques peuvent faire des dons. Et attention, elles doivent être françaises ou résidant en France pour éviter les risques d'ingérence étrangère dans les élections françaises. Ces personnes peuvent donner jusqu'à 4 600 € maximum à un candidat. Les dons en espèces sont autorisés mais limités à 150 € par don et au total, ces dons en espèces ne peuvent pas dépasser 20% du budget de campagne. Bon, et les partis politiques sont les seules personnes morales autorisées à financer une campagne. Aucune contribution ne peut provenir d'autres personnes morales de droit privé ou de droit public. Mais alors, qui gère tout cet argent? Ce n'est pas le candidat lui-même. Et non, les candidats ont interdiction de toucher à l'argent de la campagne. C'est une manière d'éviter les abus et de garantir la transparence. Ils doivent désigner un mandataire financier qui peut être une personne physique ou une association de financement électoral. Ce mandataire reçoit les recettes, gère les dépenses, ouvre un compte bancaire spécifique. C'est le comptable officiel de la campagne. Mais concrètement, comment les candidats dépensent? Comme on l'a dit, chaque candidat doit respecter un plafond de dépenses fixé en fonction de la taille de la commune. Par exemple, à Dunkerque, ville de 87 000 habitants, il est fixé à 103 000 €. Ici à Paris, les élections se déroulent par arrondissement. Pour les 4 premiers arrondissements, appelés Paris Centre, le plafond était fixé à 116 000 € pour le premier tour en 2020. Et ce plafond n'est pas symbolique, il est interdit de le dépasser. Si un candidat va au-delà, il risque gros. La période au cours de laquelle les dépenses sont comptabilisées commence
le 1er septembre, soit 6 mois avant l'élection qui, rappelons-le, est fixée au printemps, et se termine à la date du dépôt de compte de campagne du candidat. L'objectif est d'éviter que les candidats ne fassent campagne avant la période officielle et contournent les règles. Si tout est aussi encadré, c'est parce que l'État participe aussi au financement en remboursant une partie des dépenses à certaines conditions. C'est une façon de garantir l'égalité entre les candidats en évitant que seules les personnes les plus riches puissent se présenter. Une partie des dépenses peut être remboursée par l'État jusqu'à 47,7%, mais attention, ce remboursement est plafonné à hauteur de ce que le candidat a lui-même investi. Pour en bénéficier, il faut remplir 3 conditions. Avoir obtenu au moins 5% des voix au premier tour, avoir respecté le plafond de dépenses et avoir un compte de campagne validé par la CNCCFP. Mais ce remboursement ne concerne que certains frais qu'on appelle frais de campagne officiels. Et cela concerne les affiches, les circulaires et les bulletins de vote. Les réunions politiques ou les campagnes sur les réseaux sociaux, par exemple, ne sont pas prises en charge. Les comptes de campagne et les dépenses des candidats sont strictement surveillés et contrôlés par le CNCCFP. Le non-respect de ces interdictions constitue une infraction pénale. Dans ce cas, le candidat s'expose à de lourdes sanctions. L'élection peut être invalidée, le candidat peut écoper d'une amende de 150 000 €, d'une peine de prison de 10 ans et se faire radier des listes électorales. Depuis quelques années, la CNCCFP alerte tout particulièrement sur les nouvelles formes d'ingérence étrangère dans les élections. Certains dons dissimulent leur origine réelle et les candidats peuvent se faire approcher par des personnes ou des structures défendant des intérêts étrangers. Lors des municipales de 2020, 184 comptes de campagne ont été rejetés sur un peu moins de 5000 comptes déposés, soit 3,7% des dossiers. Preuve que les contrôles sont bien réels. Mais ces contrôles de comptes de campagne, Florent, ils commencent quand ? Pour les municipales 2026, les comptes équilibrés ou excédentaires doivent être déposés auprès de la CNCCFP avant le 22 mai 2026 par un membre de l'ordre des experts comptables avec toutes les pièces justificatives. Mais la loi du 14 avril 2011 dispense de déposer leurs comptes les listes ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et qui n'ont reçu aucun don de personnes physiques. Attention, pour les élections de 2026, Paris, Lyon et Marseille constituent un cas à part. Depuis 2025 et la réforme dite PLM, ces 3 grandes villes ont un mode de scrutin spécifique et ça complique un peu les choses sur le financement des campagnes. Dans ces 3 villes, les candidats doivent maintenant déposer plusieurs comptes de campagne. Un pour l'élection municipale, un autre pour l'élection d'arrondissement et à Lyon, un compte supplémentaire pour l'élection métropolitaine. Tout ça est un peu complexe, mais logique. Dans ces grandes villes, les responsabilités sont réparties à plusieurs niveaux et à chaque niveau, ses règles. Vous l'aurez compris, financer une campagne municipale, ce n'est pas improvisé. Entre les plafonds, les dons encadrés et les contrôles stricts, tout est fait pour garantir la transparence et l'équité. Alors pour les municipales de 2026, les candidats savent à quoi s'en tenir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre série sur les élections municipales. À bientôt.